Des nouvelles features qui arrivent via Salesforce, je suis très enthousiaste. Il faut savoir les saisir, totalement. Il faut savoir les saisir, il faut monter en compétences. On va pouvoir mettre en place de l'intelligence artificielle générative. Bienvenue dans la boîte à questions Salesforce, le podcast où on décortique le marché, on apprend, on débat, on répond à toutes vos questions. Que vous soyez consultant, utilisateur ou simplement curieux, rien n'est hors sujet et tout est permis. Let's go! Alors moi, c'est Florence Kiss, donc je suis experte en recrutement de profil CDI depuis maintenant 8 ans. Donc moi, c'est Graziella Noëlla, spécialiste en recrutement freelance depuis maintenant 8 ans. Donc aujourd'hui, on est accompagné d'un consultant emblématique, Abalash Ravi, qui est sur le marché depuis de nombreuses années. Donc Florence va vous présenter maintenant le plan de session pour aujourd'hui. C'est ça. Dans un premier temps, donc, on va avoir la présentation d'Abalash, son parcours, son expertise, son rôle, qu'est-ce qu'il a réalisé. On parlera dans un second temps des impacts positifs et négatifs de l'IA et tout ce qui est Data Cloud. Dans un troisième temps, les 10 questions essentielles sur Data Cloud qu'on a eues de la part donc, des consultants et de tout le monde. Dans un quatrième temps, comment monter en compétence justement sur ces technologies. Puis nous verrons tout ce qui est donc la différence entre freelance vs CDI. Et puis pour finir, les qualités essentielles d'un consultant Salesforce. Parfait. Abalash, Parle-nous la de toi. parole. C'est parti. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci Florence, merci Graziella. Je suis très content d'être ici avec vous, pouvoir partager mon expérience avec les gens et surtout d'avoir un point de vue d'un consultant. Je trouve que c'est important et ça manque un peu sur le marché. Donc merci de cette initiative. Pour me présenter rapidement, donc Abalash, je suis consultant expert sur Salesforce depuis un petit moment maintenant, effectivement. Ça fait 10 ans que je suis dans l'écosystème. J'ai commencé sur le cloud service pour le client pour qui j'ai travaillé depuis un petit moment dans le transport. Et après avoir commencé cette expérience-là sur Salesforce, je suis vraiment tombé amoureux de la solution. Et j'ai voulu me développer sur d'autres clients et sur d'autres clouds. Et c'est après cette expérience-là que j'ai pu intégrer un autre projet sur lequel on était sur le core et sur Marketing Cloud. Et là, je suis également tombé amoureux de Marketing Cloud et je n'ai pas arrêté. J'ai fait plusieurs projets en France et à l'étranger. Et je ne me suis plus arrêté d'apprendre et de comprendre comment fonctionnait la solution. Et en parallèle de ça, j'ai développé d'autres compétences pour devenir instructeur, vraiment instructeur certifié sur Salesforce, sur la partie core, donc d'admin, et sur la partie Marketing Cloud. Et qu'est-ce que tu aimes le plus d'ailleurs sur la partie Marketing Cloud justement? Parce que tu dis que tu es tombé in love justement de ça. Alors, juste pour refaire un peu l'histoire, en 2015, je vais à Dreamforce et je découvre Marketing Cloud et je tombe vraiment amoureux de la solution et surtout avec Journey Builder. Donc, pour ceux qui connaissent la solution, vous comprenez pourquoi. C'est d'une simplicité incroyable pour un marketeur. Pas besoin d'être développeur. Auparavant, en fait, je travaillais et j'avais vu Neolan, qui est donc la solution Adobe Campaign. Et je trouvais ça un peu complexe d'avoir vu en fait Journey Builder juste avec du drag and drop, de pouvoir créer des parcours. Je me suis dit, ok, ça c'est vraiment la solution future et c'est sur ça que je veux progresser et monter en compétences. Et donc du coup, pour la partie effectivement plus sur par exemple ton rôle actuel, ton expertise, tu pourrais donner quelques exemples par exemple de projets sur lesquels tu as pu travailler qui étaient intéressants en tout cas et qui pouvaient être vraiment pertinents à préciser à nos auditeurs? Ouais, tout à fait. Donc moi j'ai un profil d'être proche du métier, de comprendre le métier qu'ils veulent mettre en place et de le dessiner dans l'outil, de le faire développer, de le tester et de le déployer. Et en gros, donc mon travail c'est d'être donc très proche du métier. Et les projets sur lesquels j'ai pu travailler, ça a été souvent mettre en place ce qu'on appelait à l'époque un RCU, donc un référentiel client unique, utilisé par Salesforce, donc le core, sur lequel on connecte tous les touchpoints. Ça peut être un e-commerce, ça peut être des caisses, ça peut être un système BI, ça peut être plein de systèmes. Ces données-là, elles redescendent donc dans le core, dans Sales Cloud, Service Cloud, whatever, et qu'on connecte ensuite dans Marketing Cloud. Et c'est basé sur ces données qu'on va rétribuer dans Marketing Cloud qu'on va pouvoir mettre en place des journées, des parcours clients. Super intéressant. Et si tu compares du coup ta manière de travailler avec maintenant, avec l'arrivée de l'IA et forcément Data Cloud avec Salesforce qui fait pas mal de bruit, donc comment tu comparais les deux mondes en fait, parce que c'est deux mondes différents. Ouais, clairement. Donc moi je vous avoue sur l'arrivée là, des nouvelles features qui arrivent via Salesforce, je suis très enthousiaste parce que je vois la vision que veut avoir l'éditeur sur Data Cloud, donc d'avoir un maximum de données
propres. Parce que ça, c'est le vrai Très sujet. rare aujourd'hui, des données propres, mais oui. C'est rare et en fait, c'est le vrai challenge, je pense, de toutes les entreprises. C'est d'avoir à disposition un outil sur lequel on a l'ensemble des données de tous les touchpoints qu'on peut avoir. Donc, ce que j'appelle touchpoint, c'est une source externe sur laquelle on collecte de l'information client, de l'envoyer dans un système qui va centraliser ces données, qui va faire en gros du nettoyage sur ces données et de pouvoir les utiliser. Et pourquoi l'IA et pourquoi Data Cloud, c'est intéressant, c'est que grâce à Data Cloud, on va pouvoir mettre en place un réceptacle énorme de données en termes de volume et l'IA est très gourmand de données. Donc, basé sur ces volumes propres maintenant, propres et collectés sur différents systèmes, on va pouvoir mettre en place de l'intelligence artificielle générative. Et je voulais juste préciser une chose qui est très importante sur le sujet. On parle beaucoup d'IA. Là, c'est le buzzword de ces temps-ci. Totalement. Bien sûr. Salesforce a toujours fait de l'IA. Salesforce, avec Einstein, a toujours eu des solutions d'IA prédictives et de recommandations. Effectivement, là, le vrai game changer qu'on a là depuis 2 ans, c'est le génératif. Avec l'arrivée d'OpenAI qui ont carrément cassé le marché. Oui. Et donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de voir la vision que Salesforce veut avoir sur le sujet, de mettre en place un outil comme Data Cloud sur lequel on va avoir toutes nos données et de pouvoir utiliser ces données-là pour faire des choses génératives. D'accord. Intéressant. Intéressant. Et toi, du coup, tu fais partie des personnes qui pensent que l'IA, c'est quelque chose de vraiment génial ou qu'est-ce que... Enfin, je pense que oui, hein, vu la tête que tu nous fais. Je pense que oui. Totalement. Clairement. En fait, t'as pas peur, du coup, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette... ils ont un discours beaucoup plus mesuré que toi. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, l'IA, on va perdre notre travail. Enfin, la mentalité est très française, on va potentiellement perdre notre emploi. Voilà, je me sens en insécurité, en instabilité. Donc, toi, de ton côté... Enfin, moi, je fais pas partie de ces personnes-là. Pour moi, ça va améliorer pas mal de choses, mais... Je pense qu'on a toujours besoin d'humains dans tous les cas derrière. Donc, ça fait une partie du travail, mais ça ne fera pas totalement le travail. Quand on a une nouvelle technologie comme ça qui brise, c'est vraiment du disrupt. Donc là, on casse en fait une industrie et des manières de travailler. C'est soit on le prend comme une menace, soit on le prend comme une opportunité. Je fais partie des gens qui trouvent que c'est une vraie opportunité qui va être proposée aux entreprises, aux particuliers, à tout le monde. Comme toutes les grandes opportunités, effectivement, il va y avoir des points négatifs. Il y a des choses qui vont disparaître. Il faut être clair là-dessus. Mais il y a énormément de choses qui vont être créées. Oui. C'est comme ça que je le vois. C'est comme l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Hein. Vous voyez tous comme quelque chose qui a fait très très peur et qui était une menace pour des emplois, whatever. Ça a été vrai. Il y a peut-être des choses qui ont disparu. Mais il y a énormément de choses qu'on a créées. Donc moi, je le vois plus dans ce domaine-là. Donc effectivement, ce qui a été mis en place là, par Salesforce, les Agentforce, la nouvelle feature sur laquelle il y a beaucoup de bruit, on parle. Je pense que ça va être une nouvelle manière de travailler, manière beaucoup plus intelligente, plus productive, et que effectivement il y a des tâches qui vont disparaître, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont être créées, où on pourra faire plus de tâches. Donc je trouve ça, moi je suis extrêmement enthousiaste sur l'arrivée de l'IA. Ouais. Et puis dans tous les cas, d'un point de vue économique, maintenant on reste plus dans les mêmes emplois pendant 10 ans. Généralement, tous les 10 ans on est obligé de se renouveler. Donc ça suit au final toutes les trends économiques, quoi. Donc il n'y a pas... Clairement. Si je dois parler au petit garçon à Balache à 18 ans et que je lui dirais, tu sais, tu vas devenir un jour consultant Salesforce, je vais rien comprendre en fait. De quoi on parle? Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, les métiers évoluent. Oui, bien sûr. Des nouvelles opportunités arrivent. Il faut savoir les prendre. Il faut savoir les saisir, totalement. Il faut savoir les saisir. Il faut monter en compétences. J'aime bien mettre dans mes posts là souvent quand je pose des trucs. Don't stop learning. C'est vrai, en fait. Exactement. C'est la base de Salesforce. C'est la base. Non, mais c'est vrai. C'est don't stop learning. Donc, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Et notre métier fait ça. Notre métier de consultant sur Salesforce, on doit être en veille concurrentielle constamment. Et quand on prend plaisir en plus à le faire, alors là, c'est génial. Et c'est mon cas. Parfait. Du coup, on va passer aux questions. Ouais, tout à fait. Donc, on avait plusieurs questions, effectivement, qui nous ont été transmises. Qu'est-ce que c'est que Data Cloud et à quoi ça sert exactement? De manière très simple, pour que tout le monde comprenne, Exactement. pour que ça soit pour les curieux, pour tous les utilisateurs, les clients qui pensent potentiellement à avoir Data Cloud, rationaliser un petit peu les choses. Je suis là pour vulgariser. Je vais vulgariser.
L'objectif de Data Cloud est de récupérer les données de tous vos systèmes externes sur lesquels vous avez collecté de l'information. Toutes ces informations-là, on les récolte dans Data Cloud. On harmonise les données, ça veut dire qu'on va créer un data model donc, commun sur tous les systèmes. Et ces données-là, je vais pouvoir ensuite les utiliser pour faire de l'activation. Donc, envoyer un email, une push notification, un message en real time, toutes ces choses-là. Donc, j'ai des données, je les mets dans mon data cloud, je les clean et je les utilise. Et Voilà. on peut prendre tout type de données du coup? Tout type de données, structurées ou déstructurées. Ok. Donc, Ok. un fichier PDF, Ouais. un fichier Excel, des données en automatique via des appels API, tous ces types de données, donc ce qu'on appelle structurées ou déstructurées, tu les mets dans Data Cloud, tu les clean et tu les actives. Et ça te permet d'être plus efficace, du coup, par la suite. De pouvoir être plus efficace parce que tu as de la donnée propre. Exact. Ce qui est important, quand même. Exactement. Tu as un modèle de données qui est commun sur tous les systèmes. Et ces données-là, elles peuvent être utilisées en real time. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est que la donnée que j'ai collectée tout de suite Ouais. sur un système externe, qu'importe lequel, je vais pouvoir l'utiliser en temps réel pour pusher un SMS, un email, une notification ou whatever. Ok. Ok. Très clair. Et justement, quel type de données on peut exploiter justement via Data Cloud? Donc vraiment tout type de données. Donc Ok. toutes les données qu'on a sur nos systèmes, on pourra pouvoir les récupérer et les exploiter. Et en termes d'intégration, c'est assez simple, c'est complexe, comment ça s'intègre? C'est une bonne question. Donc, Data Cloud, juste pour refaire un peu l'histoire, parce que je pense que c'est important de reparler de l'histoire. On en parle beaucoup, on a l'impression que c'est tout nouveau. C'est pas vrai. Ok. Data Cloud, qu'est-ce que c'est déjà? C'est ce qu'on appelle une CDP. Customer Data Platform. Mhm. L'objectif d'une Customer Data Platform, initialement, c'était d'utiliser pour les marketeurs. On voulait l'utiliser pour récolter la donnée collectée, comme je l'ai dit plusieurs fois, à des systèmes externes et pouvoir l'utiliser pour faire de la segmentation avancée, d'accord? On crée des audiences et basé sur ces audiences-là, envoyer de la communication. Ok? Donc, cette donnée-là qui existe, donc cette solution-là qui existe depuis maintenant presque 6 ans même, hein, bientôt, ça a changé plusieurs fois de nom. Ça, c'est la force de Salesforce. C'est ce que je voulais On dire l'a il y a vu, ça. c'est ce que je voulais dire il y a quelques minutes, mais je me suis retenue. Non, mais c'est pas choquant. En fait, c'est vrai que ça peut être perturbant pour les clients parce que de dire non, mais c'est bon, j'ai acheté CDP. Ah non, c'est Jenny. Non, c'est pas Jenny, finalement, c'est Data Cloud. C'est pas grave. Ouais. On l'a C'est pas grave. Ce qui est bien, c'est de connaître les règles du jeu. On connaît les règles du jeu. On sait que Salesforce fait du rebranding, mais c'est pour trouver un meilleur nom marketing. Et effectivement, je pense que Data Cloud, maintenant, c'est très clair. C'est la gestion de la data. Et voilà. Et donc, Ouais, c'est plus percutant, ouais, complètement. Et du coup, quels sont un peu pour toi les cas d'usage les plus innovants que tu as pu observer, que ce soit toi dans tes projets ou même par exemple aussi autour de toi, hein, bien évidemment, avec ton réseau, tout simplement. la plateforme Data Cloud, donc comme je dis, qui existe depuis un petit moment maintenant, ils ont mis en place énormément de connecteurs natifs avec tous les grands systèmes de data, comme Snowflake par exemple. Donc ces connecteurs, c'est très simple, hein. On va sur la marketplace de tous les types d'outils qu'on peut avoir. Je le sélectionne, suivant, boum, je suis connecté. D'accord? Sur Amazon Web Service également, sur plein de choses. Donc la connexion, pour répondre à ta question, la connexion aujourd'hui, elle se fait très très simplement de par ces connecteurs. Et puis, il est également possible de pouvoir connecter ces systèmes-là en API de manière très simple également. Donc sur les cas d'usage que j'ai pu rencontrer, j'ai eu 2 principaux cas d'usage qui me semblent très intéressants avec Data Cloud. C'est ce que je disais sur le clean de la data et sur l'ingestion du volume. Data Cloud va pouvoir gérer un nombre important de données versus ce qu'on aurait pu avoir par exemple pour le corps. Sur le corps, on peut avoir peut-être pas des limitations, mais c'est un peu plus restreint, alors que Data Cloud est fait pour ça. Il est là pour ingérer énormément de données de tous les systèmes. Donc, le cas d'usage que j'ai souvent vu, c'est ça, c'est de pouvoir connecter plein de touchpoints avec des volumes importants dans une seule et même plateforme, et sur cette même plateforme, d'harmoniser les données. Donc, l'harmonisation, c'est de se mettre d'accord sur un
data model commun de tous les systèmes qui va pouvoir être exploitable. Et donc, l'autre cas d'usage que j'ai vu, ça va être utilisé pour le marketing. Donc, maintenant que j'ai une donnée propre, C'est ça. je vais pouvoir activer simplement. La création d'une segmentation dans Data Cloud, c'est plus simple que ce qu'on a dans Marketing Cloud, par exemple. D'accord. Ok. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant parce que sur Marketing Cloud, lorsqu'on met en place une audience, parfois il faut faire des croisements de données sur différentes tables. Ça peut demander des compétences un peu plus techniques. Sur Data Cloud, quand on a mis en place notre modèle de données, pour l'utilisateur, ça va être beaucoup plus simple. Il va pouvoir utiliser des champs de plusieurs tables. Mhm. Il va pouvoir voir au fur et à mesure qu'il rajoute des critères la volumétrie de contact. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que je suis un marketeur, je décide de targeter une audience. Au fur et à mesure que je vais rajouter mes critères, je vais voir le volume d'audience que je vais toucher. Mhm. Et ça, c'est vraiment intéressant en tant que marketeur, de voir l'impact du nombre de personnes qu'on va pouvoir toucher. Et pour toi, du coup, au niveau des erreurs fréquentes lors d'implémentation, du coup, j'imagine qu'on va revenir à la data, mais... Alors, c'est une très bonne question, Graziella, parce que je l'ai vu parfois, comme dans tout projet, à mon sens, il faut commencer par les cas d'usage. Ok. Parce que de driver un projet par la technologie, à mon sens, c'est une erreur. Donc, ayant des cas d'usage concrets, je veux faire telle chose, comment je peux le faire? Sans parler de technologie, hein. Vraiment, normalement, le choix de la technologie, ça va vraiment à la fin. Donc, les erreurs que j'ai pu voir et que j'ai pu rencontrer, c'était ça. C'était de partir d'une technologie et se dire, on y va comme ça. Ouais, mais pourquoi faire finalement? Bah, je sais pas trop. Ou finalement, j'aimerais faire ça, mais il va falloir qu'on reconstruise ce qui a déjà été fait. Donc voilà, mon point de vue, c'est de ne pas partir d'un cas d'usage, c'est une erreur. Oui, bah, au final, c'est comme dans la vie. Enfin, s'il n'y a pas de direction, on n'y va pas, quoi. Ouais, C'est un peu ça, ouais. Donc, ok. Et pour toi, en termes de secteur, pour toi, Data Cloud, il s'adapte à quel secteur? Alors, pour moi, tous les secteurs. Oui. Tous les secteurs sont gourmands de données, d'avoir une data propre. Donc, que ce soit le retail, le transport, l'hospitality ou whatever, tous les secteurs vont avoir besoin de cette technologie. Et je le vois même dans les cas d'usage qui sont proposés, qu'on voit dans la documentation qui est proposée par Salesforce, tout type. Et ce qui est intéressant aussi, c'est tout type de métier. Donc, je suis marketeur, je vais en avoir besoin pour ma segmentation. Je suis dans l'IT, je vais avoir besoin d'avoir, par exemple, des alertes sur un flux qui ne fonctionne pas. Donc, je vais pouvoir être alerté par ça. Je suis dans la finance, je vais vouloir mettre en place une segmentation un peu plus poussée pour définir les risques sur un crédit, par exemple. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de limitation de secteur. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans le retail. Donc, c'est des cas que je vois concrets en termes de marketing et de création d'audience sur le retail. Mais pour moi, ce n'est pas du tout une restriction de secteur. Et tous les secteurs auront besoin de cette technologie. Ok. Pour en revenir au projet, généralement, une implémentation Data Cloud en termes de temps, ça prend combien de temps approximativement? Donc, on avait fait une présentation là sur le sujet. On avait vu qu'on était aux alentours de 1 mois et demi, enfin 1 mois et demi à peu près. Mais le plus long, c'est le cadrage. Ouais. La technologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la mise en place de la technologie, oui, ça prend du temps. Ce n'est pas les connexions qui vont prendre le temps. C'est les règles métiers qu'on va vouloir mettre derrière. C'est la construction du data model derrière. C'est la création des audiences après avoir mis en place le data model. Ça va prendre du temps. Mais le cadrage du projet, quels sont les cas d'usage qu'on veut faire et comment on veut le faire, pour moi, c'est ça qui prend plus de temps. Donc, à mon sens, il n'y a pas une barrière à l'entrée technologique et technique, pas du tout, mais plus organisationnelle et d'avoir une vision de où on veut aller. Ok. Tout à fait. Ok. Et du coup, il existe un petit peu des certifications, justement, Data Cloud, ou pas du tout, ou même des formations que les personnes qui veulent se spécialiser dessus aussi puissent faire. Donc, je pense qu'on en parle à la fin, mais effectivement, il y en a. Donc, aujourd'hui, il y a une certification qui est la certification Data Cloud Consultant, dans lequel on a énormément de questions justement sur comment mettre en place le projet et quelles sont les différentes fonctionnalités que permettent d'avoir Data Cloud. Et voilà, aujourd'hui, donc on en a une seule, c'est Data Cloud Consultant. Ok. Et en termes de tout ce qui est pricing, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'avoir tout ce qui est pricing. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses aussi du pricing?
Alors, on a connu un modèle. On a connu un modèle chez Salesforce et même chez tous les éditeurs de logiciels qui était à la subscription. Donc, je m'abonne. Netflix, tout. Et le prix? Eh oui. Par le pricing. Donc, je m'abonne. Donc, c'est des prix de licence qui me permettent d'accéder à l'outil. On rentre dans un nouveau modèle là. On rentre dans un modèle de subscription plus consumption. Donc, ce que je vais consommer. D'accord? Data Cloud, c'est exactement ça. Donc, on va vous permettre, avec une licence, d'accéder à l'outil, avec un nombre de consommation de données. Et après, si vous les consommez, il y aura un autre package de consommation. D'accord? Chaque geste que vous allez faire dans l'outil va nécessiter de la consommation. Et donc, si vous avez besoin de faire plus de gestes, il faudra payer de la consommation. D'accord? Ok. Donc, en gros, c'est un modèle, pour être très clair auprès de tout le monde, c'est un modèle de licence avec de la consommation qui est définie. On dépasse la consommation, on rachète un package de consommation. Ok. Et chaque geste dans l'outil est sujet à une consommation. Ouais. Je fais un calcul de données, c'est de la consommation. Je crée quelque chose, c'est de la consommation. J'ingère de la donnée, c'est de la consommation. Et ça, c'est bien préétabli au moment du package, etc. Ouais. Avec Salesforce. C'est partagé avec les commerciaux de Salesforce. Ok. Très clair. Ok. Et du coup, juste une petite question aussi, c'est plus pour comment monter un peu en compétence justement sur Data Cloud, sur tout ça. Qu'est-ce que tu donnerais un petit peu comme conseil, hein? L'accès aux informations sur Salesforce, sur Data Cloud, Salesforce a fait énormément donne beaucoup de choses sur le sujet. Donc, plateforme number one pour monter en compétence, On le sait. Trailhead, évidemment. Préparez les badges. Donc, je pense que Trailhead, c'est le premier truc. En fait, il y a un trail spécifique sur Data Cloud sur comment monter en compétence. Et donc, j'invite tout le monde à vraiment faire ce trail pour pouvoir monter en compétence doucement. Ensuite, il y a la communauté, la community Data Cloud, sur laquelle il y a également énormément d'informations qui sont partagées. Il y a des chaînes YouTube qui sont vraiment bien faites par Salesforce Developer, qui est extrêmement bien faite. On explique et on vulgarise toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec Data Cloud et également toutes les cas d'usage qui pourraient être apportés. Donc vraiment, je vous conseille d'aller dessus. En tant que partenaire, on a la chance d'avoir une plateforme de learning sur lequel on a tout un chemin qui nous permet de monter en compétence avec un accès à l'outil. Donc tous les partenaires, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ce parcours-là, auquel on va pouvoir accéder à la plateforme et donc mettre en pratique ce qu'on a appris. Ça, c'est vraiment intéressant. Également, en tant que partenaire, il y a ce qu'on appelle les cohortes. Donc les cohortes, c'est des sessions, c'est 3 fois dans la semaine, de 2 heures, où des personnes de Salesforce présentent l'outil et vous aident à vous préparer à la certification. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Et il y a également l'ultime aussi ressource importante de Salesforce, c'est Help, donc, de Salesforce, sur lequel vous avez toute la documentation de Salesforce sur Data Cloud et pareil. Donc moi, si je dois conseiller quelqu'un qui n'est pas forcément, par exemple, partenaire, j'irai sur Trailhead et basé sur ce que je trouve sur ce Trailhead, je mixerai avec l'Help Support pour avoir plus de compléments d'informations. Ok. On récupérera justement un petit peu tes notes et surtout tes liens qu'on mettra justement à disposition de tout le monde pour que vous puissiez effectivement apprendre de nouvelles choses aussi sur la partie Data Cloud. Clairement. Et pour toi, de ton côté, en termes d'avenir avec Data Cloud, avec l'IA, avec Salesforce Marketing Cloud, ton premier amour. Mon amour de toujours. Du coup, comment tu vois l'avenir? Comment tu penses que ça va évoluer? Enfin, c'est quoi ta vision? Là, t'es à Balach avec une petite boule de cristal. Très bonne question. On sait. Comme je vous le dis, je suis extrêmement enthousiaste sur l'avenir de Salesforce. Vraiment. Je pense que là, on rentre dans une deuxième phase. Au point où j'ai été à l'événement French Dreaming. La French Dreaming. C'était très intéressant parce qu'il y avait un intervenant au départ qui parlait d'un truc qui disait que Marc Benioff commençait à réfléchir à changer le nom de la boîte, plus en Salesforce, mais en Agentforce.
Un peu comme a fait Facebook avec Meta. Mm. Donc, pourquoi c'est intéressant de dire ça? C'est qu'on voit la direction de la boîte. De plus appeler Salesforce et d'avoir l'idée de se dire qu'on va passer sur Agentforce, c'est que là, on est à fond sur l'IA. Et donc, l'objectif de la boîte, ça va vraiment être de se positionner comme un des leaders de l'IA. Et je trouve ça hyper intéressant et très, très enthousiaste pour l'avenir. Et pour moi, je pense qu'on rentre dans une deuxième phase de Salesforce où on va changer le paradigme. Je m'explique. Comme vous le savez, Salesforce a fait une course à l'acquisition depuis pratiquement 2004. Oui. Totalement. D'ailleurs, je vais préparer un post sur le sujet parce que je trouve ça passionnant en fait. La course à l'acquisition. Et pourquoi je trouve ça passionnant? Parce que ça a été intelligent de la part de cet éditeur de se dire qu'il y a des corps de métier sur lesquels je ne vais pas pouvoir proposer quelque chose et le temps de développement va être tellement long que je vais me faire attraper par les autres. Donc autant acheter. Exemple, ExactTarget pour Marketing Cloud, Demonware pour Commerce Cloud. Comme je le disais tout à l'heure, l'IA est gourmand en données. Ok. Marketing Cloud est un cloud qui est à l'extérieur de la plateforme finalement. Commerce Cloud également. Je ne sais pas si vous avez vu en fait les avancées sur le sujet, mais ces deux clouds, la partie commerce et la partie marketing, elle est en train d'être récupérée dans le corps. Ouais. Ce qui fait que demain en fait, Salesforce, ça va être une plateforme digitale sur laquelle on va pouvoir tout faire. C'est-à-dire un CRM, le Customer Service, mon marketing, B2B ou B2C, mon e-commerce, pareil, B2B ou B2C, centraliser toutes ces données dans Data Cloud et utiliser l'intelligence artificielle pour faire du génératif. Donc je ne sais pas si vous vous projetez un peu sur la plateforme que ça va être, mais ça va être énorme. Et donc, moi je trouve le futur de Salesforce encore plus beau que ce qui existe aujourd'hui, basé sur ces données-là. Intéressant. Complètement d'accord avec toi aussi. Toi, Florence, qu'est-ce que tu en penses du coup? Je pense que dans tous les cas, effectivement, sur la partie Salesforce a toujours été le leader. Il l'est encore aujourd'hui. Je crois qu'on parle de 23% de part de marché aujourd'hui encore. L'avantage que Salesforce fait et a toujours fait, c'est qu'ils sont toujours à innover tout le temps, constamment. On l'a vu au fur et à mesure des années. Et là, tu le démontres encore très très bien aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui va que crescendo et à mon sens, qui va encore... ils vont nous surprendre, ça c'est certain. Et toi, Graziella? Moi, de mon côté, je partage l'avis d'Abalache et forcément le tien, mais un peu plus mesuré. Parce que, on le verra plus tard et dans d'autres podcasts, que il y a d'autres CRM qui arrivent. Et du coup, Salesforce est pas réellement en train de... Potentiellement, je ne sais pas derrière Salesforce, n'est pas forcément en train d'innover, mais en train de fighter pour garder sa place. Donc après, ça dépend comment on le prend, comment on le comprend, voilà. Mais pour moi, je dirais Salesforce se bat pour garder sa place de leader. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? ExactTarget, Demandware, Tableau, Slack, etc. Du coup, ils gardent une position qui est forcément au centre, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants dans les faits. Donc à voir, on verra ce que l'avenir, dans tous les cas, nous réserve. Et puis, voilà, on va passer à l'autre point sur la partie freelance et CDI, du coup. Ouais. Pour toi, en termes de perspective, comment tu vois les choses, les avantages du freelance, des avantages du CDI. Les avantages du CDI aussi, voyons. Et nous, on te donnera aussi, bien évidemment, notre opinion là-dessus. Mais quels sont pour toi un petit peu ces avantages, ces inconvénients pour les deux côtés, quoi. Je vais faire en parallèle mon histoire rapide. Rapide. On revient sur le parcours, en fait. Ça fait 14 ans que je suis freelance. Ok. Avec un passage en CDI d'1 an sur cette période-là, auquel je suis vite retourné en freelance. Et avant ça, en sortie de mes études, j'ai travaillé 3 ans en CDI. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est une question de profil. J'ai un profil entrepreneur. J'ai toujours été entrepreneur. J'ai monté ma première boîte, j'avais 20 ans, dans rien à voir, dans l'événementiel, rien à voir avec l'informatique, mais tout est une question de profil. D'accord ? Donc, ayant un profil entrepreneur, ça avait du sens finalement de finir en freelance. Même finalement, j'aurais pu même faire plus, c'est-à-dire monter une ESN ou des choses comme ça, comme plein de collègues ont fait autour de moi. Mais voilà, tout est une question de profil. Donc si on a un profil entrepreneur, effectivement, on a l'avantage du freelance,
numéro 1 pour moi, qui est la liberté d'entreprendre. Ça veut dire que j'ai un projet, je choisis mon projet. Ce projet-là ne me convient plus, je le quitte. J'ai cette liberté-là. En parallèle de ça, On le sait. j'ai les risques. Totalement. Le risque de, si je perds cette mission, j'ai plus rien. Ouais. Donc c'est pour ça que tout est une question de profil. L'avantage et l'inconvénient, il y en a dans les deux. Ok, donc freelance, on est plus libre. C'est peut-être une autre rémunération. C'est une liberté, mais c'est énormément de risques. En CDI, on a peut-être le sentiment d'être moins libre de par les choix des missions, de par ces choses-là, mais on a une sécurité. On a une vraie sécurité. Parce qu'on est protégé pour plusieurs traces. On a un manager, on a une boîte derrière, et cette boîte-là, elle est là pour vous trouver du business. Ouais. Chose qu'on fait tout seul en tant que freelance. Quand tu es freelance, tu es plein de choses. Tu es consultant, tu es comptable, tu es commercial, tu es community manager, tu es énormément de choses. Quand tu es en CDI dans une boîte, en tant que consultant, tu es consultant. Ouais. Ça s'arrête là. Donc voilà, si je dois dire la différence entre les deux, c'est une question de profil. Vous êtes entrepreneur, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'avoir un champ de liberté pour réaliser des choses, passez freelance. Vous n'êtes plus dans la sécurité, restez en CDI. C'est important qu'on parle de ce sujet-là parce qu'il y a eu un développement là, ces dernières années où tout le monde a voulu passer freelance. Et il y a des belles histoires. Donc il y a des gens qui ont réussi à passer le pas parce qu'au fond, c'était en eux, d'accord? Et ils ont transformé l'essai. Et il y a eu des moins belles histoires où des gens ont raté la reconversion, entre guillemets. Et ça se fait dans la souffrance. Donc tout ça pour dire que de prendre la décision de partir en freelance, c'est une vraie décision de vie. Mais il faut que ça soit basé sur votre profil. Et pas un effet d'opportunité de « Ok, là, il y a le Go Salesforce partout, j'ai trois certifications, on y va ». Non, si ce n'est pas votre profil, ce n'est pas votre profil. Voilà. Je suis d'accord avec toi dans le sens où pour moi le CDI c'est quelque chose où effectivement, de toute façon dans tous les cas c'est du profil, hein, c'est en fonction de ce que les gens souhaitent, hein. Mais le CDI c'est la sécurité, c'est une sécurité financière, c'est une sécurité aussi d'évolution professionnelle puisque la personne elle se dit que forcément elle va être accompagnée pour aller vers son pathway, pour par exemple si le développeur il a envie d'être technique d'ici 2 ans, 3 ans, dans une entreprise il peut le faire, il va être accompagné par rapport à ça. Après, effectivement, moi je dirais les avantages du CDI. Les avantages du CDI, c'est la sécurité, mais c'est aussi tous les petits avantages sociaux qu'on peut avoir supplémentaires, qui peuvent être effectivement des avantages, par exemple des actions dans l'entreprise, et puis avoir effectivement des avantages liés aussi à des primes supplémentaires, à des petites choses qui peuvent faire que les personnes se sentent bien aussi. Et puis je pense que c'est aussi le profil, mais aussi à un moment donné de ta vie. Je pense qu'à partir du moment où tu as une expertise, donc ça fait plusieurs années par exemple que tu es sur Salesforce, et que tu as ce profil et tu as envie d'essayer, tente le freelance, carrément. Par contre, si tu sens que tu es tout junior, tu n'as peut-être que 2-3 ans, que tu ne maîtrises pas encore tout, et forcément, on va t'attendre au tournant. Et comme tu le dis très bien, on a vu effectivement beaucoup de candidats qui sont passés freelance, qui avaient peut-être que 2-3 ans d'expérience, mais qui n'avaient pas le bagage assez pour pouvoir se lancer entièrement, et qui du coup ont eu des difficultés par la suite. Donc c'est vraiment une question de profil, mais c'est aussi une question de comment on se sent et est-ce qu'on se sent d'y aller ou pas. Clairement. Et vraiment d'être prêt, à mon sens. Et j'aimerais rajouter une chose. La différence entre les deux, c'est en tant que freelance, parfois on se sent seul. Il faut aimer sa compagnie. Ah oui. Faut bien s'aimer un peu, d'accord? Parce que des fois on se sent seul, vraiment. C'est l'un des points et des traits de caractère. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu aussi arrêter, repasser en CDI quelque part. C'est que la solitude, ça peut peser parfois. Et on a envie d'échanger, même si entre freelance, quand même, on se crée quelque chose. On a une communauté. Et surtout, Salesforce, c'est très connu pour ça. On se connaît tous et on se croise dans des projets et c'est cool. Mais effectivement, on n'a pas le sens de l'appartenance. Donc, si on est attaché à ça aussi, c'est important, dans le profil, si on est attaché à vouloir appartenir à quelque chose de plus grand que soi, de partir en freelance, on peut être dans de la souffrance à un moment donné. Et on serait plus apte à rejoindre une organisation qui a déjà créé ça. Complètement. Et toi, tu en penses quoi, Graziella ? Moi, je vais rejoindre ce que disait Abalage. Moi, je suis 100% freelance et je trouve qu'effectivement, les profils sont totalement différents. Après, moi, je vais faire une petite rétrospective sur les dernières années avec notamment le Covid. Avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont perdu leur emploi, malheureusement. Et du coup, ils se sont dit, hop, la seule option, c'est aller en freelance. Ils sont
tous partis en freelance. Et qu'est-ce que ça a fait? Mon Dieu, ça a totalement déstabilisé le marché. Ça a déstabilisé les TJM, ça a créé pas mal d'insatisfaction pour beaucoup de clients. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec, forcément, comme Florence le disait, ou toi encore, c'est que si tu n'as pas le profil, si tu n'es pas en mesure de keep learning, entre guillemets, de garder tes yeux en face des trous et y aller et avancer, tu peux pas être freelance. Et c'est aussi une différence totalement de mindset. Donc, moi, je dirais, en tout cas, en mon sens, un consultant CDI, c'est quelqu'un, effectivement, qui a une vision très long terme, qui a des projets, je sais pas, il a besoin de stabilité. Et un freelance, c'est quelqu'un qui veut entreprendre, qui a une vision et qui veut se réaliser lui-même en tant que personne. Voilà. Moi, c'est ce que je dirais en mon sens. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que je pars du principe que c'est pas parce que tu ne vas pas sur la voie du freelance que tu n'as pas réussi ta carrière. Ah non, pas du tout. Ah oui, la vie est un choix. Chacun a son choix et après aussi tout le monde évalue la réussite comme il veut comme il veut l'évaluer. Clairement. Donc ouais, Clairement, non mais parce que c'est vrai, tu vois. Quand tu es dans un cabinet, tu peux monter manager, senior manager, et blablabla, jusqu'à même arriver à partenaire. C'est une très belle réussite. Avoir des parts, comme toi le disait. Voilà, exactement, et c'est une très belle réussite. Versus un freelance qui est là depuis plusieurs années. Pour ça, vraiment, j'insiste, c'est vraiment une question de profil. Et de choix de vie. Et de choix de vie. Ouais. Qui es-tu? Voilà, c'est tout. Faut savoir se poser cette question-là. Je vous dis ça parce que au départ, en fait, dès que j'ai commencé dans le cabinet, j'étais dans un très gros cabinet américain. Dès le départ, je savais que je voulais pas rester. Vraiment. Dès le début, je le savais. Et donc, j'ai fait une longue période tout seul. Je suis reparti dans un autre cabinet. Et au bout de 2 mois, je le savais aussi. Mais c'est important de se connaître. Et j'ai voulu repartir dans un CDI parce qu'à un moment donné, je pense que j'ai trop pris, j'ai fait trop de choses et que j'avais envie de me poser. Oui, c'est un choix de vie. Ça dépend. Dans la vie, on a tous des saisons différentes. Et là, c'était ta saison de prendre sur toi et de te focus sur autre chose. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, merci encore ce cabinet d'ailleurs. Mais voilà, donc finalement, au fond de moi-même, tu te poses des questions, qui es-tu? Et il faut aller là où tu te sens bien, en fait. C'est ça le plus important. Le vrai sujet est là. Totalement. Bon, du coup, on va faire un raccourci très, 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 très rapide. Pour toi, c'est quoi les qualités essentielles du coup d'un consultant? Les qualités essentielles. Le bon consultant et le mauvais consultant. Donc, le bon consultant, tout d'abord, c'est d'apporter de la valeur à son client. Ça, c'est la chose numéro 1. Si on ne comprend pas qu'on est là pour apporter de la valeur à un client, ce n'est pas la peine. Enfin, tu n'es pas consultant. D'accord? Quand tu es là pour combler un vide, technique, organisationnel ou whatever, tu dois le combler absolument. C'est ta principale problématique. Tu arrives sur un sujet sur lequel on a besoin d'une expertise, il faut le combler. Donc, c'est la première chose à avoir en tête. D'accord? Donc, forcément, pour faire ça, il faut avoir des compétences techniques, forcément. Donc, si tu es sur un cloud de Salesforce, il vaut mieux être expert sur le sujet quand même. D'accord? Avoir de l'expérience, avoir des cas d'usage à proposer, des choses comme ça. Faire de la veille technologique aussi, savoir ce qui se passe autour de cette technologie-là. Dans le secteur de ton client, de proposer des idées. Je trouve ça très, très important. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les hard skills, donc les choses techniques. Allez, on est sur les mots anglais maintenant. Exactement. Et ce qui est très important pour moi, c'est les soft skills. Ouais. C'est toujours plus sympa de bosser avec quelqu'un d'agréable. Totalement. C'est toujours plus sympa de parler avec quelqu'un qui écoute, qui sait placer des silences, qui sait retranscrire. Voilà, ça pour moi, c'est la vraie qualité d'un consultant. C'est d'avoir une expertise technique sur une solution, d'être pertinent sur cette solution-là, de proposer des idées, proposer des corrections, des améliorations. Mais c'est aussi d'écouter, de savoir ce qui se passe, d'avoir une vue 360, pas être uniquement sur son périmètre et rester sur son périmètre. Non, de voir les effets de bord que peut avoir ce que tu fais sur d'autres systèmes, sur d'autres organisations, sur d'autres départements. D'être curieux, d'écouter, de parler. Voilà, pour moi, c'est ça les vraies qualités que doit avoir un consultant. Je te rejoins pas mal là-dessus et je dirais aussi une chose, et on ne le montre pas assez souvent à mon sens, c'est que
On a le droit à l'erreur aussi, dans le sens où, par exemple, un consultant peut, par exemple, faire une erreur, mais je pars du principe que tu dois avoir une posture de te dire, ok, ça j'ai mal fait, mais je sais comment je vais faire et je vais faire en sorte de m'améliorer pour la suite. Et donc, en fait, on est toujours dans une optique de pouvoir grandir, de toujours apprendre de nouvelles choses. Et pour moi, un bon consultant, tu l'as dit, il a les hard skills, il a les soft skills, mais il a pas peur de l'échec et de se dire, j'apprends de l'échec en soi. Totalement. Moi, je dirais encore un peu plus loin, c'est que un bon consultant pour un client n'est pas forcément bon pour un autre, en fait. Alors, je suis totalement d'accord. Encore une fois, ça va être une question de... Encore une fois, je vais dans un autre point, mais c'est le mindset. Le mindset du consultant, il est super important. Parce que ça veut dire que toi, je sais pas, tu travailles avec demain quelqu'un qui a beaucoup de hard skills mais qui a aucun soft skills, ça va pas aller parce que vous parlez pas la même langue en fait. Donc forcément, le projet il va être forcément pour toi un peu plus douloureux. Il va être, tu vas traîner un peu plus des pieds forcément quand tu vas aller au travail. Donc c'est toujours la même chose. L'humain doit rester au centre de tout et dans les projets, généralement, j'en parle beaucoup avec pas mal de consultants d'ailleurs. Si l'humain n'existe pas, où il y a des lacunes et des défaillances dans la communication ou dans l'échange, le projet va aller droit dans le mur, généralement. Clairement. Et les succès que tu as eu chez un client ne sont pas forcément les mêmes que tu auras sur l'autre client. Totalement. Donc, c'est pas quelque chose qui est réplicable. Il faut s'adapter. Donc, ça aussi, c'est le soft skill numéro 1, c'est s'adapter. Le caméléon. Mais clairement, parce que tu vois, c'est intéressant ce que tu disais aussi. Tu vas pas parler de la même manière avec quelqu'un qui est extrêmement technique, qui est basé sur la solution, versus une personne qui est très métier. Moi, j'ai eu l'occasion d'être justement sur différents postes, des gens qui étaient extrêmement métiers. Donc, il faut que tu prennes du recul et de la hauteur sur ce qu'ils veulent exactement, et la vision, et comprendre la vision, et toi, apporter quelque chose supplémentaire, de valeur ajoutée, versus une personne qui a un CEO, donc qui est très technique, sur lequel, lui, sa problématique, c'est « j'ai un problème technique ». Le métier, il s'en fiche. Donc, ton apport n'est pas du tout la même chose. Totalement. Complètement d'accord là-dessus. Et du coup, ton mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Qu'est-ce que tu voudrais dire? Tout d'abord, vous remercier. Merci encore pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Et juste pour l'avenir sur Salesforce, comme je vous le dis, une fois de plus, je suis très, très enthousiaste pour la suite et je suis très impatient de voir ce qui va se passer autour de Data Cloud, mais surtout autour d'Agentforce. On est au tout début de ce qui se passe là sur Agentforce. On est vraiment au tout début. Je vois beaucoup de choses sur LinkedIn, mais qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui exactement? Je le vois pas, j'arrive pas à le matérialiser. C'est énorme pour moi. Ouais, Pardon? Ouvre tes yeux. Ouais, c'est ça. Mais déjà, ouvre tes yeux, monte en compétence. Et pour moi, ça va être énorme. Vraiment, l'apport que ça va donner à tout type d'utilisateur, marketeur pour la création générique de ton audience, ta création automatique de ta landing page, ta création automatique et générative de ton email. Pour les commerciaux, de pouvoir me dresser une liste juste avec du langage naturel, de demander quels sont mes top leads, sors-les-moi et envoie-leur un mail, c'est incroyable. Pour le customer service, d'avoir tout de suite le sentiment que peut avoir mon client qui est en train de m'appeler, je trouve ça incroyable. Et ça va être une aide incroyable pour demain. En termes de productivité, on va exploser les chiffres. Voilà, donc pour moi, je suis extrêmement enthousiaste pour la suite. Super. Écoute, on te remercie énormément, Balázs, d'être venu. Et puis, on va avoir très très vite notre prochain intervenant. Donc, merci à toi. Merci à vous. Et puis, à très vite. À très vite, à une prochaine. Merci. Merci beaucoup.